Tout d'abord, merci à Jean-Louis Cohen pour son invitation et merci à l'auditoire si matinal. Quand on travaille sur la formation de Le Corbusier, on passe toujours en premier. C'est difficile pour la personne qui parle autant que pour les auditeurs. Alors, je vais parler d'un personnage qui a été doublement oublié des études corbusiennes, parce qu'il n'est ni architecte ni artiste, oublié également des histoires de la littérature suisse romande, où il occupait une place non négligeable jusqu'au milieu du XXe siècle. Il figure pour un chapitre entier dans le standard universitaire des années 60 sur la littérature suisse romande, et aujourd'hui il n'occupe plus qu'une petite note de bas de page du standard universitaire d'aujourd'hui, le Francillon. Mais de cet effacement, je pense qu'il ne faut pas conclure à l'effet inexorable du recul historique. Ritter n'est pas un auteur de troisième ordre. Seulement, ce n'est pas un auteur suisse, au sens où l'on peut l'entendre aujourd'hui à partir du modèle d'un Ramu. L'œuvre et la biographie de William Ritter sont au contraire si révélatrices de ce qu'a pu être la vie culturelle dans l'Europe d'avant 14, dans ce monde d'hier dépeint par Zweig, que sa postérité sera certainement réévaluée dans ce cadre élargi. Et elle a commencé à l'être depuis une dizaine d'années dans des départements de slavistique, comme celui que dirige Xavier Galmiche à Paris 4, ou chez les historiens de la musique, chez des chercheurs slovaques, roumains ou tchèques. Et ce William Ritter, précisément, a joué un rôle déterminant dans la formation de Le Corbusier, même s'il avait été très peu étudié jusqu'à présent. Certes, il ne lui a enseigné ni le dessin ni l'architecture, comme auparavant les Platonnier et Perret, mais il lui a donné une culture littéraire, esthétique et philosophique, il lui a appris à écrire, il lui a donné les raisons, l'exigence et le goût de l'écriture. Il lui a fait découvrir la culture allemande, mais aussi des pans entiers de la culture savante et populaire des pays slaves ou même de Suisse. Dans un deuxième temps, à un moment crucial de la vie de Le Corbusier, il lui a appris à surmonter les échecs, à franchir les obstacles, à s'affranchir du jugement commun. Bref, il lui a forgé le caractère. Dernier point, et non le moindre, c'est grâce à Ritter que Jeanneret a trouvé le courage de quitter la Suisse pour s'installer à Paris en 1917. Il est à peine exagéré de dire que c'est grâce à lui que Jeanneret a pu devenir Le Corbusier. En tout cas, il a été l'un des personnages clés de cette métamorphose. Alors, ce William Ritter, qui est-ce ? Pour y répondre, à défaut d'une littérature universitaire tout à fait embryonnaire, il a fallu se plonger dans son fonds d'archives, miraculeusement sauvé et déposé dans 3 bibliothèques suisses. C'est un fonds absolument considérable, 400 cartons, 50 ans de journaux intimes, 40 000 lettres reçues et autant de lettres envoyées, les manuscrits de milliers d'articles de la presse artistique, des quantités de récits inédits, des centaines de dessins, des dizaines de carnets de croquis, des photos, des souvenirs, etc. Voilà dans quoi il faut travailler. Quand on s'intéresse à William Ritter, on est obligé de repartir aux sources primaires. Et de ces archives, j'ai tiré un certain nombre d'images et le petit portrait que je vais essayer de faire court, mais qu'il est très difficile de raccourcir car c'est un personnage tout à fait complexe. Né à Neuchâtel en 1867, William Ritter était l'aîné des 11 enfants d'un ingénieur neuchâtelois d'origine alsacienne, catholique, célèbre dans sa région pour des travaux hydrauliques et des ouvrages d'art de première importance. Il a fait un barrage à Fribourg, des canaux, l'adduction d'eau de la Chaux-de-Fonds, des usines, des bâtiments d'habitation, une église, etc. Guillaume Ritter avait installé sa nombreuse famille dans une vaste maison des environs de Neuchâtel, au milieu des vignobles. Cette belle maison. Et c'est là, entre lac et montagne, que William avait passé une enfance heureuse, que devait seulement assombrir 3 années passées au collège de jésuites de Dole, d'où il était revenu avec une solide connaissance des auteurs classiques, une vocation littéraire affirmée et la haine de la France. Inscrit au collège latin de Neuchâtel, il y avait noué ensuite des amitiés passionnées avec les jeunes gens des familles patriciennes, fréquenté assidûment avec eux les cercles littéraires estudiantins, et entamé à l'Académie de la ville, c'est-à-dire l'université, des études de lettres poursuivies, semble-t-il, jusqu'au seuil d'une thèse restée inachevée sur la Kabbale. Les goûts et les aptitudes artistiques de William ne s'arrêtaient pas à la littérature. Voilà, il existe de très très nombreux portraits de William, portraits photographiques, portraits dessinés.
Il a à peine 19 ans lorsqu'il est autorisé par son père pour la première fois à aller à Bayreuth entendre Tristan et Parsifal. Il en était revenu si impressionné qu'il était retourné plusieurs fois et avait gardé de ses représentations une empreinte indélébile. Accessoirement, il avait pu faire la connaissance du premier cercle wagnérien, Cosima et Siegfried Wagner et notamment Houston Chamberlain, effrayé avec les artistes assidus à Bayreuth comme Adolphe Appia, Henri Gauthier-Villard ou Colette. Il étudie ensuite la musicologie à Vienne auprès de Bruckner et fréquentera toujours et partout les salles de concert et les musiciens, notamment Gustav Mahler, ici, en photo, dont il était l'ami et qu'il a contribué à faire connaître du public francophone. Aux côtés de la littérature et de la musique, la peinture formait le troisième pôle de ses passions artistiques. C'est d'abord dans la collection de son père, l'une des plus importantes collections de peinture à l'époque en Suisse, que le jeune garçon avait fait son initiation. Cette très précieuse collection de tableaux, Guillaume Ritter ne l'avait pas rassemblée lui-même. Il l'avait achetée en bloc, après la Commune de Paris, à une famille parisienne ruinée, qui elle-même l'avait acquise d'un collectionneur ayant écumé le marché de l'art à Paris après la Révolution française. Elle comportait une centaine de tableaux et d'innombrables dessins de toutes les écoles européennes de la Renaissance au XVIIIe siècle. C'était vraiment un véritable musée, en fait. Il avait ensuite cultivé ce goût dans la fréquentation des musées. On connaît la collection parce qu'elle a fait l'objet de beaucoup de problèmes au moment de la succession Ritter. Il avait ensuite cultivé ce goût dans la fréquentation des musées et des grandes expositions de toute l'Europe, dans l'étude de l'histoire de l'art et dans la pratique du dessin et de l'aquarelle, et du pastel d'ailleurs. Comme il dessine tout le temps, il s'est trouvé en familiarité avec les peintres fréquentés tout au long de sa vie dans tous les pays où il séjournera. Voilà. Il a dessiné toute sa vie et jusque dans les dernières années de sa vie. Parmi tous ses dons, Ritter avait donné une place centrale à la littérature et c'est à une carrière d'écrivain qu'il se destinait. Après avoir publié son premier roman vers l'âge de 20 ans, il n'avait pas manqué d'aller se frotter à la vie de salon à Paris, se pliant à tous les rites de la société littéraire, y compris la visite au grand écrivain. Voilà, le grand écrivain. Le maître ès-lettres pour Ritter, c'est Barbey d'Aurevilly. Mais Barbey d'Aurevilly venait de mourir. William s'est donc présenté à son domicile et avait dû se contenter du don d'une relique, 3 plumes d'oie maculées d'encre de couleur, qui était une des caractéristiques de l'écriture de Barbey d'Aurevilly. Il va aussi dans le salon d'Auguste Vacquerie, admirateur, ami et parent de Victor Hugo, et il s'approche au plus près de l'entourage de Victor Hugo. Dans le salon de Judith Gauthier, fille de l'écrivain et l'un des grands amours de Wagner, il découvre la franc-maçonnerie wagnérienne française, les esthètes symbolistes, poètes décadents et tout un monde de gens de lettres, parmi lesquels il se fait des amis, tels que Robert de Montesquieu, à qui il échange on parlait de cartes de visite photographiques à l'époque. Robert de Montesquieu, Joséphin Péladan, avec qui il va à Bayreuth et qui est son grand ami, Henri Bordeaux, Henri de Régnier ou Pierre Louis. Mais d'autres passions le poussaient aussi loin de Paris que de la Suisse, les voyages et les garçons. Invité à Bucarest pour y participer à la création d'une revue littéraire, il avait sauté sur l'occasion et séjourné là suffisamment pour se lier avec tout ce que la capitale roumaine comptait d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels, sans compter les hôtes de passage de la cour du roi Carol Ier et de la reine Carmen Silva, parmi lesquels Pierre Loti, avec qui il se lie, ou une espèce de dandy cosmopolite, le prince Bojidar Karađorđević, je ne prononce pas bien, mais voilà. Il devient aussi l'intime du grand peintre impressionniste roumain Nicolae Grigorescu, qui l'accompagne dans les campagnes roumaines et avec qui il peint. Voici quelques portraits d'amis ou de connaissances de Roumanie et des pays slaves plus généralement. Et c'est à Bucarest qu'il fait la connaissance du premier amour de sa vie, Marcel Montandon, à gauche, un adolescent français qu'il avait enlevé à ses parents pour parfaire son éducation dans un long vagabondage artistique et amoureux à travers l'Europe, jusqu'à ce que Marcel décide d'épouser la fille d'un peintre de Besançon. Personne n'est parfait. William s'était ensuite consolé avec un jeune Slovaque, Janko, à droite, rencontré lors de l'un de ses voyages en Slovaquie.
Il avait alors choisi Munich pour se fixer, enfin, et contre toutes les convenances, avait réussi à faire cohabiter dans le même immeuble, sur 2 étages, la famille de Marcel en bas, qui s'agrandissait inexorablement d'année en année, jusqu'à atteindre 6 enfants, et le couple très stable qu'il formait avec Janko et qui habitait dans les combles. Mieux, il avait réuni ces 2 amours dans une entreprise littéraire unique. Car pour faire vivre tout son monde, l'écrivain n'avait eu d'autre choix que d'accepter toujours plus de travaux de plume. Il avait glissé de la littérature rêveuse, sophistiquée et confidentielle de ses jeunes années à une pratique très professionnelle de la critique d'art et de la critique musicale, en proposant ses services aux principales revues du continent, francophones surtout, mais aussi anglaises, italiennes, allemandes ou tchèques, dont il était devenu le correspondant. Dans les années d'avant-guerre, je veux dire entre 1900 et 1914, il publie dans une bonne douzaine de revues d'art du continent et dans plusieurs langues. Marcel assurait les traductions d'eux et vers l'allemand, Janko traduisait d'eux et vers le tchèque. Ici avec Janko, et ici la vie de famille de William Ritter à Munich. Donc William, Marcel et sa femme Madeleine, les enfants, à l'éducation desquels il participe. Il leur apprend le dessin notamment. Et puis voilà l'entreprise littéraire. Il a parlé d'une sorte de personnalité unique à trois têtes. William, Marcel et Janko. Marcel et Janko étant ses héritiers sur tous ses testaments. Voilà, au prix d'une discipline de fer dans un emploi du temps très serré, écriture le matin, exposition et visite l'après-midi, concert le soir, lecture la nuit, il conservait tout de même un peu de temps pour ses œuvres littéraires personnelles et pour son immense correspondance. Et qu'il s'agisse d'articles de circonstance ou d'écrits faits pour durer, c'est toujours la même maîtrise de la langue, la même précision dans le vocabulaire, le même soin du style que Ritter travaille en vrai professionnel. Pour compléter le portrait, il faut ajouter qu'en collectionneur compulsif, Ritter conservait absolument tout ce qui lui passait par les mains, esquisses et dessins d'artistes, octographes d'écrivains, timbres, affiches, objets, tissus. Et c'est ainsi qu'on a beaucoup de dessins de jeunesse de Le Corbusier qu'il avait récupérés dans les poubelles. Si bien que son atelier était devenu au fil des années un véritable musée. Lecteur boulimique et bibliophile averti, il prenait soin d'acheter tous les classiques qu'il jugeait indispensables à sa bibliothèque, souscrivait aux grandes éditions critiques de son temps, ne supportait aucune lacune dans ses collections de revues, au point que sa bibliothèque comportait déjà 10 000 titres vers 1910, au moment où Jeanneret fait sa connaissance, et à peu près un peu plus de 20 000 à sa mort. Lorsque ses moyens le lui permettaient, même après son installation à Munich, il partait 2 mois l'été pour découvrir de nouvelles régions d'Europe. Après la Roumanie et les pays balkaniques, arpentés en tous sens dans les années 90 avec Marcel, il s'était tourné grâce à Janko vers les pays slaves du Nord, Slovaquie, Bohême, Moravie, Hongrie, Pologne, avec quelques incursions dans les pays scandinaves. Et partout dans les campagnes, il s'intéresse aux arts populaires et dessine l'architecture vernaculaire. On a des dizaines de carnets de croquis de ce genre. En ville, il va aux concerts, écume les musées, voit les expositions et les salons, fréquente les artistes sur lesquels il écrit quelques articles à son retour. Après 20 ans de voyage, il était incontestablement devenu, au moment donc où Jeanneret fait sa connaissance, il était devenu l'un des meilleurs connaisseurs de la culture de ces pays d'Europe centrale et orientale, du moins parmi les auteurs francophones, au point de s'attirer l'admiration et la curiosité d'un Romain Rolland qui voit en lui le prototype du Weltbürger qu'il prisait tant. Quelques dessins de Ritter dans les pays slaves et notamment les pays balkaniques. Il dessine beaucoup d'architecture vernaculaire que Le Corbusier va redessiner exactement après lui. Voilà. Des stèles en Roumanie, des dispositifs de puisage de l'eau des puits, et Le Corbusier va prendre la même photo, de la céramique, des arts populaires, etc. Il prend aussi quelques photographies quand il peut. Ça, c'est un village en Slovaquie d'où était originaire Janko, qu'on voit sur les photos. Et il y a aussi des séries de paysages de ce genre pris dans les pays slaves. Voilà. Et puis, alors dans les rayons plus secrets, dans ces cartons à dessin les plus secrets,
beaucoup d'académies masculines. C'est généralement Janco qui posait ou quelque autre des garçons qu'il fréquentait. Voilà, beaucoup de portraits de Janco, voilà, y compris dans des poses plus étonnantes. Et voilà, Romain Rolland fait sa connaissance, en tout cas lui écrit, ils échangent quelques lettres dans les années 1900, et Romain Rolland exprime son admiration. Enfin, sa passion le pousse à partager sa culture. C'est un éveilleur de jeunes, un aiguillonneur, un professeur de ferveur à la manière gydienne. Hausser un plus jeune jusqu'à la hauteur de sa propre âme et épanouir en lui les virtualités entrevues à la première heure lui est un devoir. Voir de jeunes talents gâchés par présomption démesurée, par impuissance réelle ou faute de conseils utiles, c'est pour lui un spectacle insupportable. William Ritter se décrit comme un amateur d'âme qui s'enchante à contempler le génie au premier stade de la jeunesse et veut absolument lui donner toutes les chances de s'accomplir. Il commence avec Marcel, on l'a vu, puis avec Mario Segantini, Janco, Milos, Gonzague, Henri, Charles-Édouard et sans doute beaucoup d'autres. Et force est de constater que s'il connaît quelques échecs, comme avec ce sauvageon de Mario Segantini qui va finalement préférer enlever une des sœurs de Ritter et puis sombrer un peu plus tard dans la maladie et l'alcool, je crois, il connaît aussi des succès remarquables et leur Corbusier aura sans doute été le plus spectaculaire. Pour nous, en tout cas. De ce William Ritter, en fait, Charles-Édouard Jeanneret ne connaît absolument rien lorsqu'il sonne à sa porte un jour de mai 1910, alors qu'il vient d'arriver à Munich sur la demande de son professeur de la Chaux-de-Fonds pour faire un stage chez un architecte allemand et qu'il désespère de s'en sortir seul. Entre l'étudiant en demande de conseil et l'écrivain amateur de jeunes artistes, le courant de sympathie est immédiat. L'écrivain a tracé de son jeune visiteur un portrait, le premier que l'on connaisse du jeune architecte. Il évoque l'étudiant au long visage ascétique, au très gentil sourire, aux yeux spirituels et caressants sous d'inamovibles lunettes. La franchise, l'audace, la confiance du jeune homme en son étoile, mais aussi sa clairvoyance et son intuition le frappent. Son toupet, ce toupet tendre et un peu chat, le désarme. Il avait des idées, je cite, des idées prématurément faites sur tout, sans aucune base d'éducation classique soignée, et pratiquer le picotage littéraire à droite et à gauche avec une intense fécondation de l'esprit sur ses germes hétéroclites. Jeanneret s'intéresse à tout, pose des questions, insiste, séduit, s'incruste. Harassé de travail, Ritter n'accorde pas d'abord au jeune homme toute l'attention qu'il réclame, jusqu'à ce que Jeanneret trouve enfin la clé pour susciter son intérêt. Ayant projeté un voyage en Orient, en conclusion de ses années d'études, il compte séjourner à Bucarest et à Istanbul, en passant par la Hongrie, la Slovaquie et les Balkans. Aussi ne peut-il manquer de demander conseil aux grands connaisseurs de ces contrées. À ce moment-là, Ritter répond immédiatement et toutes affaires cessantes lui donnent rendez-vous pour lui présenter les ressources de la Slovaquie et de la Roumanie. Itinéraire, adresse, contact, liste de monuments et de musées, moyens de transport, conseils, Jeanneret repart avec un vrai guide touristique en poche. Pendant la première partie du voyage, effectivement, il met ses pas dans ceux de son mentor, voit les mêmes villages, dessine les mêmes maisons, achète les mêmes céramiques, photographie les mêmes costumes paysans et la même architecture vernaculaire, les mêmes stèles de village. Il fait exactement tout ce qu'on lui a demandé. Faute d'aller en Olténie, j'ai mis les images après, il visite à Bucarest la Kula roumaine reconstituée. Voilà les dessins de Jeanneret sur les maisons balkaniques et puis turques, les céramiques qu'il achète en Serbie, les costumes paysans roumains ou turcs qu'il photographie aussi, parce que Ritter s'y intéressait aussi beaucoup. Il photographie les stèles, comme avait dessiné, les mêmes stèles qu'avait dessiné William Ritter 20 ans avant. Il va aux mêmes endroits, il va voir la maison de Grigorescu à Campina, où Ritter avait séjourné quelques années avant, et à Bucarest, il visite une Kula roumaine reconstituée, à partir de laquelle il va dessiner la maison de ses parents à son retour, alors que ces Kulas avaient fait l'objet d'un article et de toute une étude par William Ritter
une dizaine ou une quinzaine d'années auparavant. Il s'agissait d'une architecture fortifiée faite pour résister aux Turcs. Voilà. Ritter, en contrepartie de tous ces conseils et des contacts qu'il lui donnait, avait exigé une promesse, celle d'envoyer aussi régulièrement que possible, en guise de récit de voyage, des lettres illustrées qui lui serviraient d'exercice d'écriture. Pardon. Voilà. Et que l'écrivain se chargerait de faire éditer au retour si la qualité le justifiait. Ce récit du voyage d'Orient a scellé véritablement leur relation. Très fier de sa mission, le jeune étudiant avait d'abord rempli consciencieusement ses devoirs d'écriture et posté sa copie dès qu'il le pouvait. C'est ainsi qu'il s'oblige à expliciter ses découvertes, comme tel dispositif des maisons turques ou balkaniques, la chambre d'été. Bref, ça l'oblige à réfléchir à l'architecture et à élaborer des concepts. Mais à mi-chemin, flatté par les retours encourageants de son mentor, il imagina pouvoir financer la suite de son voyage en publiant directement sa prose dans un journal suisse, sans passer par la case Ritter. Ce fut une expérience cuisante, car le directeur du journal de La Chaux-de-Fonds, ami de la famille Jeanneret, ne partageait pas l'avis de Ritter sur les dons littéraires du jeune homme. Il fit donc corriger les textes par le frère de Jeanneret, qui se mit en devoir d'aplatir le style de son cadet pour l'accorder au goût du public jurassien. Les textes furent publiés dans le désordre et sans que Jeanneret puisse les relire. Ce fut un désastre. Il s'ensuivit toutes sortes de fâcheries et de règlements de comptes familiaux sur lesquels on va passer. Après avoir essuyé les reproches de son mentor, Jeanneret s'était remis au travail et sous son autorité. Pendant les 3 années qui suivirent le voyage d'Orient, Ritter exigea que Jeanneret reprenne et complète son manuscrit pour en faire un récit cohérent qui aurait été illustré de dessins de l'auteur. Tantôt il suppliait, tantôt il réclamait, ou encore il flattait Jeanneret pour l'encourager. Il lui dit, je cite, « C'est très beau et ce pourrait être parfait à 1 ou 2 virgules près que nous ne nous chargerions pas de déplacer, car ce serait moins bien. » Façon de parler. Il y a 2 mots dont le sens est dévié qui vous paraît à vous révélateur et illuminant, et qu'il est en effet ainsi dévié que par conséquent nous ne consentons pas à redresser. Ensuite, je voudrais vous dire ceci. Continuez à écrire et continuez à peindre. Vous êtes nés sous une heureuse étoile. Il faut le compléter, ce voyage d'Orient, et d'autant plus que vous serez le dernier à avoir vu ainsi cette feu Turquie d'Europe qui n'est plus qu'une Turquie en feu. Plus loin, il lui dit « Écrivez, écrivez, à quand la prochaine lettre ?» Une lettre, enfin voilà, il ne cesse de le titiller. Mais ne lisez ni Loti, ni Farrer, ni Gautier, ni Chateaubriand, ni Lamartine, ni Gérard de Nerval, avant d'avoir épuisé vos propres impressions, etc. Et ensuite, il discute son style. Au milieu de 1000 autres activités, Jeanneret parvint effectivement à ajouter 3 chapitres, après quoi Ritter s'était mis en quête d'un éditeur que, faute de le trouver à Paris, il avait déniché à Munich. Un titre était trouvé, un traducteur en allemand était tout trouvé, c'était Marcel Montandon. Ça se passait en juin 14 et la guerre mit un terme à ce projet. Ce n'est pas pour autant que Ritter avait renoncé à son rôle de professeur de lettres. Pendant quelques années encore, il va poursuivre le jeune homme de ses conseils. Il lui demande un vocabulaire plus précis, des phrases bien construites et surtout travailler la ponctuation. Ritter trouvait la ponctuation de Jeanneret un peu pauvre, voire fautive. Il veut lui apprendre le bon usage de la virgule et du point-virgule et lui fait recopier un de ses textes pour cela. Il explique le rapport entre la longueur de la phrase, la lecture à voix haute et la ponctuation. Une phrase longue sera parfaitement compréhensible et paraîtra courte si sa ponctuation est bonne. C'est sur cette dernière leçon que Jeanneret mit un terme aux exercices, qui avaient tout de même duré pendant plusieurs années. Quoi qu'il en soit, je pense que rarement auteur aura reçu autant de leçons de langue, de grammaire et de ponctuation par un styliste nourri aux meilleures sources des lettres françaises. Et là encore, je ne pense pas qu'on puisse dire que Le Corbusier soit un écrivain autodidacte. Pendant les années de guerre, la Première Guerre mondiale, les relations entre les 2 amis se développent aussi sur des bases plus intimes, sur la morale de la vie. Et c'est sur ce dernier aspect que je voudrais aborder maintenant. Ritter avait dû quitter Munich en toute hâte dans les premiers jours d'août 14. Il n'avait rien pu emporter, pas même des vêtements d'hiver.
Réfugié auprès de sa famille à Neuchâtel, il est en butte à la vindicte de ses frères et sœurs, une hostilité réprimée tant que la mère avait été là pour protéger son fils aîné, mais qui se donnait libre cours depuis son décès. Janko, qui était sur toutes les photos de famille jusqu'en 1914, n'est plus le bienvenu chez les Ritter. Humilié et maltraité, William repart très vite avec Janko et se réfugie dans ce village, dans une auberge de village au Landron, un petit bourg médiéval entre les deux lacs, près de l'île Saint-Pierre, un haut lieu rousseauiste. Il est coupé de tout ce qui faisait sa vie intellectuelle et sociale, démuni, désespéré, brisé. Il se considère comme un homme mort. Dans ces circonstances, les rôles vont s'inverser. Ritter n'est plus le critique influent qui vous ouvre des portes. Jeanneret n'est plus l'étudiant pauvre, assoiffé d'amitié et de conseils. Il va jouer le rôle du bon samaritain. Il donne des habits, prête de l'argent, envoie des livres, trouve une machine à écrire, entame toutes sortes de démarches administratives, s'occupe de l'évaluation des tableaux de la succession Ritter, fournit tout ce qui manque, des skis à l'autocuiseur en passant par le matériel de gravure, et va voir ses amis quasiment tous les week-ends. Pendant 3 ans, il faut dire qu'entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le Landron, c'est même pas 3/4 d'heure de train. Et puis il prend son vélo et il va au Landron. Il descend à Neuchâtel et il va ensuite au Landron à vélo. Pendant 3 ans, Ritter et Jeanneret vivent à l'unisson, selon le terme de Le Corbusier. Ils sillonnent la région par tous les chemins et toutes les saisons, des bords de lac aux coteaux proches et jusqu'au sommet plus lointain, le fameux Chasseral. Ils dessinent les mêmes prairies, les mêmes plages, les mêmes baigneurs, les mêmes chapelles, les mêmes ciels, s'amusant à comparer leur cadrage et leurs couleurs au retour. Voilà l'auberge du Landron, où se dérouleront vraiment pendant 2 ans tous les week-ends de Charles-Édouard Jeanneret avec Ritter. Et puis là, j'ai mis quelques images comparatives. À gauche, un dessin de Ritter, à droite, un dessin de Jeanneret des mêmes motifs, fait presque en même temps, parfois le même jour. Donc là, les potagers du Landron, le Landron et la plaine du Landron, c'est le grenier de la région. Voilà toutes les randonnées, toutes les promenades en barque qu'ils font sur le lac de Bienne et le lac de Neuchâtel, qu'on connaît par l'immensité des écrits autobiographiques de Ritter, et notamment un journal intime ultra complet. Donc vous voyez, jour par jour, on sait quelles promenades ils ont faites, avec qui. C'est comme ça qu'on sait que Le Corbusier fait la connaissance de Frédéric Boissonnas, le fameux photographe avec qui il aura des relations plus tard. Voilà, à gauche, Ritter va dessiner, vu croqué par Le Corbusier. En haut, dessin de Ritter. En bas, dessin de Le Corbusier de ces années-là. Les bords du lac de Neuchâtel, les bords du lac de Bienne. Voilà. Les baigneurs, à gauche, c'est peut-être Le Corbusier, mais on n'en est pas, j'en suis pas tout à fait sûre. Mais enfin, Ritter dessine énormément de baigneurs sur les bords de lac. Voilà quelques baigneurs. Il y avait des collégiens par là. Très intéressant, les collégiens. Et puis voilà les mêmes baigneurs vus par Jeanneret. D'autres aquarelles des bords de lac par tous les temps, tous les ciels, les plages des bords de lac. Là, c'est Jeanneret. Les randonnées à ski, cette fois-ci, c'est vu par Ritter, mais les skis ont été prêtés par Le Corbusier. Les prairies et les villages au-dessus de Neuchâtel, en montant vers le Chasseral, Chaumont et le Chasseral, les montagnes environnantes. Et puis la chambre de William Ritter à l'hôtel de Nemours, au Landron. William Ritter qui met toutes ses aquarelles au mur, y compris les aquarelles que lui offre Jeanneret. Donc voilà. Donc, pendant la journée, ils font des randonnées, ils se baignent, ils dessinent. Et le soir, dans les joutes critiques de soirée, Ritter reprenait d'autant plus l'ascendant qu'outre les compliments appuyés sur le talent d'aquarelliste de Jeanneret, il aime beaucoup les aquarelles de Jeanneret, il en a collectionné quelques-unes, Jeanneret lui en a donné. Il pouvait glisser quelques leçons sur l'histoire des lieux, géologie, archéologie, habitat lacustre, guerre de religion, épisodes d'histoire littéraire, architecture vernaculaire, etc.
À ce moment-là, Ritter donne à Jeanneret toute une culture sur l'histoire de son pays que Jeanneret n'avait jamais eue auparavant, étant donné qu'il n'avait pas fait d'études secondaires ou qu'il les arrête à l'âge de 13 ans. Jeanneret découvre que le plus petit monument a une signification inscrite dans ses murs, que la moindre maison a un passé, que la nature même a une histoire. À la chapelle de Combes, donc le soir, ils discutent. Ritter lui donne des leçons d'histoire et Le Corbusier explique à Ritter l'architecture moderne parisienne. Et donc on a des petits... Et ensuite, Ritter collectionne les pages de carnet. C'est comme ça qu'on a quelques petits croquis où il explique Sauvage ou Perret. Ils échangent des livres, avec des livres dédicacés naturellement. En bas à gauche, Le Corbusier offre Portrait de Suarez à Ritter avec une belle dédicace rousseauiste. Et en haut, Ritter offre un livre à Jeanneret avec une belle dédicace. Ils se portraiturent mutuellement en 15-16. Jeanneret prend connaissance des tableaux de la collection Ritter, et notamment ce tableau d'Annibal Carrache représentant l'enlèvement d'Europe, qui s'est amusé à dessiner plusieurs fois. Mais il ne reste pour le moment qu'un seul dessin, un seul que je connaisse. Et puis, il visite, par exemple, très souvent, à un moment donné, à l'automne, la chapelle de Combes, une petite chapelle catholique sur les pentes au-dessus de Neuchâtel, parce qu'à Neuchâtel, les guerres de religion font qu'un petit isolat catholique était resté. Et Ritter veut écrire un livre historique et artistique sur la chapelle de Combes. Il fait donc faire des photographies par Boissonnas, et puis il fait quantité de dessins et d'aquarelles et de pastels de la chapelle de Combes. Évidemment, Jeanneret vient voir la chapelle de Combes, il est émerveillé, et il a fait plusieurs aquarelles de la chapelle de Combes, notamment un petit crucifix qu'il a magnifié comme un Gréco. À l'Athènes, sur les rivages du lac de Neuchâtel, Ritter explique à Le Corbusier ce qu'était l'habitat lacustre préhistorique. Et Le Corbusier fait cette célèbre aquarelle. Et en bas, on voit Yanko et Jeanneret au bord du lac de Neuchâtel, à l'Athènes. C'est un site, c'est grâce aux travaux hydrauliques du père de Ritter que ce site avait été découvert, car les travaux hydrauliques avaient abaissé le niveau du lac de 2 mètres et fait émerger toutes sortes de choses qui n'étaient pas visibles auparavant. Ritter fait des dessins, des relevés de toutes sortes de témoignages historiques dans les fermes des environs de Neuchâtel, et Le Corbusier, au même moment, va faire la même chose dans les fermes jurassiennes situées un peu plus haut dans la montagne. Ritter s'intéresse beaucoup à l'architecture vernaculaire des vignerons du XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, et à ce moment-là, Jeanneret commence à dessiner les fermes jurassiennes aussi dans la montagne. Voilà. Donc il y a tout cet apprentissage de l'histoire de son pays dont il ignorait tout. Et de la ferme jurassienne, un peu plus tard, il a fait l'emblème de sa famille et de son nom, mais c'est un épisode qui nécessiterait d'autres développements. En tout cas, grâce à Ritter, il entrevoit les profondeurs du passé de son pays dont aucun de ses précédents maîtres ne lui avait soufflé mot, et ni à l'école primaire naturellement, ou en tout cas pas beaucoup. Mais plus encore qu'à ces randonnées historico-artistiques, leurs nouveaux liens tiennent aux soirées de discussion dans l'un ou l'autre des refuges de l'écrivain, à l'auberge du Landron d'abord, puis dans l'ermitage des Brenets, près de la frontière française, et aux réponses que Ritter était capable d'apporter aux angoisses de son jeune ami. Jeanneret était déçu par des débuts de carrière qu'il imaginait plus brillants et plus rapides, dans l'attente de succès qui ne venaient pas, dégoûté par la fin des ateliers d'art et de l'école pour laquelle il avait été formé et dans laquelle il avait enseigné, par la dispersion de ses amis, par la mauvaise foi de ses clients, rongé de remords à cause des problèmes financiers que la construction d'une trop vaste maison avait causé à ses parents. Triste enfin de n'avoir pas encore trouvé l'amour, il éprouvait un sentiment d'échec et songeait au départ. Mais le devoir ne lui commandait-il pas, au contraire, de rester pour s'occuper de ses vieux parents ? À cette question, Ritter avait déjà répondu lors de la première crise existentielle du jeune architecte, à son retour du voyage d'Orient, en lui faisant promettre de partir un jour définitivement de sa ville natale, de ne pas mourir à la Chaux-de-Fonds.
Leurs échanges montrent qu'il repart à la charge dans ces années de guerre, appuyant plus encore sur la nécessité d'un départ, ne serait-ce que pour l'épanouissement de ce génie artistique sur lequel lui, Ritter, avait tant misé. Aux autres questions, amour, amitié, argent, sexualité, famille, succès, il répondait patiemment, sérieusement, sans un soupçon de raillerie, en vrai directeur de conscience. L'écrivain apprend à Le Corbusier, enfin à Jeanneret, à mépriser le jugement commun pour ne s'en tenir qu'au sien. Il lui apprend qu'il n'est pas besoin d'être riche pour avoir réussi, enfin avoir le sentiment de réussir, qu'on peut vivre Le Corbusier assimilait richesse et réussite, qu'on peut vivre de façon frugale sans argent, que le mariage vaut tout de même mieux que le collage. Il y a une page entière sur les inconvénients respectifs des deux systèmes dans leurs échanges de correspondance, que la vie n'est qu'une succession d'obstacles franchis l'un après l'autre, etc., etc. Ces pages de morale sont l'indice du profond désarroi de l'architecte à ce moment de sa vie et une preuve du rôle tenu par Ritter pour l'en sortir. Jeanneret a quitté définitivement La Chaux-de-Fonds en octobre 1917, le jour de ses 30 ans, à 2 jours près. Les horaires des trains ne sont pas parfaits. Hormis ses parents, ses derniers adieux ont été pour Ritter, à qui il promet une fois de plus d'envoyer un récit de voyage, ou plutôt un récit de son installation parisienne. Ils ne se sont presque jamais revus, même si Ritter est mort en 1955, beaucoup plus tard, mais ils se sont toujours écrits. Et pendant 1 an, plus d'1 an d'ailleurs, Jeanneret a effectivement envoyé son journal parisien par paquet au cours de l'année 18 et au début de l'année 19. Il y évoque longuement ses déboires et ses échecs. Et à ce moment-là, lorsque Le Corbusier s'installe à Paris, il connaît beaucoup d'échecs. On l'oublie un peu. Et c'est là qu'on comprend à quel point il a changé. Car il ne se plaint jamais, il ne lâche jamais, il ne désespère jamais. C'est tout le contraire de ce qu'il était auparavant, avant d'avoir franchi ce qu'il a appelé le cap des tempêtes. Il dit qu'il a jugulé son tempérament. Il parle de courage, de confiance. Il dit « J'ai emporté de chez vous un moteur ». Voilà. Et ce moteur ne peut plus être arrêté. Il parle de quelque chose qui est une avancée inexorable. Et il témoigne souvent à Ritter sa reconnaissance et son affection. Il parle des 2 années du Landron qui resteront dans sa mémoire et dans sa vie comme l'un des lieux où sa pensée s'est formée. D'un de ses livres, il dit qu'il est landronesque. Le Landron revient constamment dans sa correspondance des années 20 avec Ritter. Et encore en 1932, je cite Le Corbusier, « Je viens de refermer les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. L'île Saint-Pierre en face du Landron, en voici assez pour précipiter les souvenirs à flot. Les années 1915-1916, 15 années écoulées. Cette cuvette prodigieuse de nature en histoire et préhistoire et qui demeure pour moi l'un des lieux où ma pensée s'est formée et où, en votre compagnie, certaines premières vérités essentielles de la vie et de la manière de vivre se sont révélées pour moi. J'étais dans l'inconscience, j'avais 28 ans. Ce fut le berceau d'une création personnelle. Depuis lors, que d'aventures. Bien des fois, pourtant, les entretiens du Landron me reviennent avec netteté. La crise contemporaine est une crise de conscience. C'est au Landron que j'ai commencé à le pressentir, ou plus exactement, c'est là que cette graine fut semée en moi, qui devait germer après 15 années d'avatar, d'aventure et d'une action souvent violente, toujours intense, passionnée, inlassable, imbattable, indécourageable. Lorsqu'en 1930, pour le premier volume de ce qui deviendra son œuvre complète, il cherche à tracer un bilan de cette première partie de sa carrière, il donne une place à Ritter parmi ceux qui l'ont aidé à devenir. Voici ce qu'il écrit. Dans la période après un hommage rendu à Les Platonniers, à Auguste Perret, à Tony Garnier, il y a Ritter en 4e position. Dans la période trouble où l'on apprend à connaître les hommes, où l'on quitte les années d'études pour entrer dans le grand jeu de la vie que l'on croit ouvert aux hommes de bonne volonté, j'ai trouvé un vieil ami pour accueillir mes incertitudes, mes étonnements. Il ne croyait ni à Cézanne et encore moins à Picasso, mais cela ne nous séparait nullement. Il était la toute sapience.
Son cœur était en transe devant les phénomènes de la nature et les luttes qui déchirent les hommes. Nous avons parcouru ensemble de grands paysages de signification historique, lacs, hauts plateaux, Alpes. Et lentement, petit à petit, je me suis affermie. Voilà, un ami peut-être plutôt qu'un maître, mais qui, à mon avis, avait toute sa place parmi cette correspondance de jeunesse très particulière qui sont les lettres de Le Corbusier à ses maîtres, qui m'ont occupée pendant une quinzaine d'années, je dois dire, sans doute trop. Voilà, Le Corbusier et William Ritter ont échangé à peu près 250 lettres dans les deux sens. Ça fait un corpus, du point de vue de la correspondance croisée, d'à peu près donc 900 pages. Mais ces 900 pages sont tout à fait essentielles pour comprendre qui était l'homme Le Corbusier. Voilà, je vous remercie.